Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver là tous les matins entre 10h30 et midi et demi et vous intervenez, vous le savez. Vous êtes prioritaire 0826 300 300. De quoi allons-nous parler ce matin? De la guerre en Ukraine. La Russie accuse l'Ukraine de vouloir utiliser un dispositif de dispersion radiologique. C'est une bombe sale. Kiev dément formellement. Mais quelle est cette arme? Qu'est-ce qu'une bombe sale? Est-ce simplement et une nouvelle fois de la simple communication? Savoir et comprendre avec notre invité. Avant 11h, nous en parlerons évidemment. De quoi parlerons-nous encore? Eh bien, de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. La NUPS et le RN qui votent ensemble la motion de censure contre le gouvernement. Est-ce simplement un coup politique de Marine Le Pen ou est-ce un début de... je sais pas, une forme de coalition? Eh bien, on en parle ce matin. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Entre 11h et midi, questions et débats autour de la liberté d'expression. Pensez-vous que la liberté d'expression régresse en France? Avec nous en direct, Philippe Bilger, l'avocat Alain Jakubowicz, François Jost, qui est sociologue des médias, et Michel Onfray. Débat donc entre 11h et midi. Ne le ratez pas et vous pouvez intervenir 0826 300 300. De quoi parlerons-nous entre 11h et midi? Eh bien, des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Nous recevrons Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. 20% des personnes visées ont été expulsées depuis janvier. Expulsées de France sont les derniers chiffres des OQTF. L'Algérie ne veut pas reprendre ces jeunes. Pourquoi? Xavier Driancourt nous en parlera tout à l'heure. Et puis, quelques informations qui vous font réagir, j'en suis absolument certain. La France est maintenant classée 4e pays le plus vert au monde, en grande partie grâce au nucléaire. Autre info, les gardes d'enfants, le plafond du crédit d'impôt passe de 2300 € à 3500 € par enfant. 3 pays seulement en Europe ont retrouvé le niveau d'espérance de vie d'avant Covid. Suède et la France. La taxe foncière, sous la pression des collectivités, la hausse sera finalement de plus de 7%, je dis bien 7% l'année prochaine. Ça vous fait réagir. Et puis cette déclaration aussi de Zinedine Zidane à propos de la Coupe du Monde au Qatar. Écoutons-le. Je pense qu'il faut justement laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu. Et de toute façon, ce que l'on va dire sur la polémique, sur quoi que ce soit, ça sera jamais juste, ça sera jamais vrai, ça sera jamais opportun. Donc en fait, il faut laisser la place au foot et à la compétition et pour que tout le monde passe un bon moment. Alors, est-ce qu'il faut laisser la place au foot, à la compétition? Didier est à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci mon cher Didier d'être auditeur de Sud Radio. Avec plaisir, ça fait un petit moment déjà et plaisir de vous entendre. Moi aussi Didier, moi aussi. Vous êtes fan de foot Didier? Effectivement, oui, et surtout en particulier sur l'équipe de France. Oui. Donc bon, comme vous avez vu, je suis du Sud, je suis du Sud-Est, donc forcément mon équipe c'est l'OM, mais de manière d'ordre général, d'ordre national, évidemment que je soutiens l'équipe de France. Bon, vous soutenez l'équipe de France Didier, mais vous ne regarderez pas le mondial au Qatar. Vous venez d'entendre Zinedine Zidane? Eh bien oui, je viens de l'entendre et je ne suis pas du tout d'accord avec lui. S'il faut regarder le foot uniquement pour le foot, en ce moment-là, on n'est plus des supporters, on est des moutons qui suivent sans avoir des valeurs éthiques et morales. Être supporter, c'est bien, mais il faut quand même garder certaines valeurs, certains principes. Et si on oublie cela, ça ne fait plus de nous à la fois des citoyens et des supporters. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pourquoi ne regarderez-vous pas Didier? Pour des raisons très simples. Déjà, il y a une valeur, une raison en termes de droits de l'homme, en termes humanistes, en termes climatiques. Moi, je trouve insupportable que, de toute façon, on l'a dit, on l'a répété maintes et maintes fois. On parlera pas de l'esclavage qui se passe au Qatar. On parlera pas des climatiseurs à ciel ouvert, etc., etc. Donc, sans compter les droits de l'homme qui sont complètement bafoués dans ces pays-là. Ça, à la limite, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Mais moi, à titre personnel, en termes de valeurs éthiques et morales, il est hors de question que je regarde un seul match de la Coupe du Monde cette année. Zinedine Zidane vous déçoit?
Oui, par rapport à ces derniers propos, effectivement, parce que bon, ils placent le foot avant tout, ce qui est normal, mais comme j'ai dit au début, il n'y a pas que le foot, il y a également des valeurs éthiques et morales qui fait ce que nous sommes des êtres humains, et ces valeurs-là doivent être préservées et doivent être maintenues. Sinon, on n'est plus dans le sport, on est dans l'argent, dans le business. Merci Didier. Je vous en prie. Vous avez réagi à chaud. Faites comme Didier, 0826 300 300. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec Didier. Vous voulez réagir sur tous les sujets d'actualité. Vous n'hésitez pas ici. Vous avez la liberté. Parlons vrai chez Bourdin, le matin entre 10h30 et midi et demi. La Russie agite la menace d'une bombe sale que l'Ukraine souhaiterait, selon la Russie, utiliser. Nous avons voulu savoir ce qu'était une bombe sale, un dispositif de dispersion radiologique. Et qui pouvait mieux nous expliquer ce qu'était une bombe sale qu'Olivier Lepic, qui est grand spécialiste des armes chimiques et qui est avec nous en direct. Olivier Lepic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Olivier Lepic. Alors, qu'est-ce qu'une bombe sale? On appelle cela un dispositif de dispersion radiologique, c'est cela? Tout à fait. Alors une bombe sale, c'est un dispositif explosif relativement rudimentaire. On est très très loin de la complexité d'une bombe atomique. Et c'est un dispositif qui est composé d'un explosif conventionnel, oui, qui a pour vocation évidemment de détonner, qui est couplé à des matières radioactives qui sont donc dispersées lors de l'explosion de cet explosif conventionnel et qui a pour but de contaminer avec des substances radioactives une cible, une zone qui peut être relativement large, mais l'effet de ce type de bombe est relativement restreint. C'était quelques centaines, peut-être quelques kilomètres carrés maximum. On est très loin de la capacité de destruction d'une arme atomique. Il n'y a pas de fusion, de fission. Elle n'a pas la même puissance dévastatrice. Non, absolument pas. C'est même incomparable en termes de capacité de destruction. Une bombe radiologique ou une bombe sale, ça a une capacité de destruction. On n'obtient jamais des effets de destruction massive ou de létale importante avec ce type de dispositif. C'est plutôt une arme de terreur, et notamment vis-à-vis des populations civiles. Et d'ailleurs, son emploi n'a jamais été envisagé dans le cadre d'un conflit interétatique comme on l'en observe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, et en général on évoque les bombes sales plutôt dans un cadre terroriste plutôt que dans un cadre de conflit interétatique. Oui, alors ces bombes sales, quel est l'effet? Imaginons qu'un pays utilise une bombe sale, quel est l'objectif et quel est l'effet? L'effet, c'est de disperser, si j'ai bien compris, des particules radioactives dans l'atmosphère. Alors, dans l'atmosphère dans un premier temps, et ensuite l'objectif c'est qu'elle retombe au sol pour contaminer une région, une zone, une cible, et la rendre dangereuse pour la population qui y vit, ou éventuellement pendant une certaine durée. On l'a vu avec Tchernobyl, vous savez que les matières radioactives, pour certaines d'entre elles, ont des demi-vies, c'est-à-dire qu'elles restent dangereuses pendant de très nombreuses années. Donc si vous utilisez une bombe sale sur un territoire, eh bien vous pouvez le rendre impropre et dangereux à la présence humaine pendant de longs mois, voire même de longues années. Oui, ça rend des zones inhabitables. C'est l'objectif. Alors, effectivement, avec des matières très radioactives, ça peut rendre des zones inhabitables, à l'image de ce qui se passe autour de la centrale de Tchernobyl aujourd'hui. Oui, je comprends. Ça n'a rien à voir avec une bombe atomique, on est bien d'accord, absolument. Mais le nombre de victimes indirectes pourrait être très élevé. Alors, le nombre de victimes indirectes pourrait, c'est très compliqué à évaluer parce que évidemment, les effets induits d'une exposition à la radioactivité ne sont pas immédiates, sauf en cas d'exposition extrêmement forte. Et donc, si d'aventure une zone était touchée, on imagine évidemment que les populations civiles seraient très rapidement évacuées de la zone. Et donc, en fonction du degré d'irradiation des personnes présentes sur la zone, il y aurait des effets induits qui pourraient prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs années avant de se développer. Ce n'est pas une arme à impact immédiat, c'est une arme à impact différé, encore une fois,
c'est plutôt une arme de terreur, de terrorisation des populations civiles. C'est une arme qui n'a aucun intérêt militaire, tactique ou stratégique sur un champ de bataille comme celui de l'Ukraine. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on y viendra, j'imagine. Les accusations russes sont une nouvelle fois complètement fantaisistes parce que les Ukrainiens n'auraient rien à gagner et même tout à perdre à utiliser ce type de dispositif sur le théâtre des opérations. Oui, j'allais y venir, Olivier Lepic, mais j'ai une autre question. Est-ce facile cette bombe sale est-elle facile à fabriquer ? Alors, elle est effectivement assez facile à fabriquer. On est très très loin du degré technique nécessaire pour fabriquer une ogive nucléaire. Je dirais, c'est incomparable, puisque en fait, pour fabriquer une bombe sale, il vous suffit d'avoir un explosif conventionnel. Vous imaginez bien que oui. En Russie et en Ukraine, c'est assez facile à trouver en ce moment. En revanche, il faut mettre la main sur des substances radioactives, si possible très radioactives, du strontium 90, du césium 137, du plutonium éventuellement, ou même du cobalt 60. C'est pas non plus insurmontable dans la mesure où un grand nombre de ces substances sont des déchets industriels. On utilise beaucoup de substances radioactives dans le domaine médical, mais également dans le domaine industriel, mais également évidemment dans le cadre de production d'énergie comme dans une centrale nucléaire. Et donc la partie la plus difficile, c'est évidemment de mettre la main sur des substances radioactives, mais là non plus, ce n'est pas insurmontable, particulièrement pour un État. Et donc on peut dire que fabriquer une bombe sale, c'est assez facile, je dirais même que c'est très facile par rapport à la construction d'une bombe atomique. Alors beaucoup disent qu'il faut dédramatiser, que les Russes lancent une opération de communication parce que la Russie avait déjà menacé d'utiliser ou accusé en Syrie, la Russie avait dit qu'une bombe sale pourrait être utilisée en Syrie. Vous vous souvenez de cela? C'est en 2018, je crois. Oui, bien sûr. Alors, depuis le début de ce conflit en Ukraine, on a vu les belligérants s'accuser mutuellement d'un certain nombre de forfaitures, avérées ou non. On se souvient des accusations russes des laboratoires biologiques militaires ukraino-américains, qui étaient absolument sans fondement. Je dirais, au fil de ce conflit, les belligérants se sont envoyés à la figure un certain nombre d'accusations, parfois plus fantaisistes les unes que les autres. Celles-là ne reposent sur rien. D'ailleurs, que ce soit Lavrov ou Shoigu, quand ils ont évoqué ces bombes sales, n'ont donné absolument aucun détail. C'était vraiment extrêmement liminaire, voire même mystérieux. Et on peut penser qu'il s'agit une nouvelle fois soit de détourner l'attention de l'opinion publique mondiale. La preuve, nous en parlons ce matin, notamment la détourner des déboires actuels de l'armée russe sur le sud du théâtre ukrainien, mais également peut-être, et ça c'est un scénario plus improbable mais possible également, de préempter une réponse russe à une telle menace et qui laisserait à penser que les Russes préparent également quelque chose. On pense évidemment à peut-être des nouveaux bombardements sur les populations civiles ukrainiennes, mais ça c'est un fantasme auquel à la limite, je ne crois pas à titre personnel, mais pourquoi pas l'utilisation d'une arme nucléaire tactique sur le théâtre de Kherson par les Russes. Et on pourrait penser que cette manœuvre ou ces accusations sont une manière de préparer quelque chose d'encore plus injustifiable. Je pense que ce message, il est essentiellement d'ailleurs à destination de l'opinion publique russe interne, plutôt qu'à l'égard de la communauté internationale. C'est une manière sans doute d'abord de diaboliser l'ennemi ukrainien en l'accusant de pratiques, je dirais, déloyales et contraires au droit international, et également peut-être, mais il ne faut pas le souhaiter, une façon de préparer une réplique de l'armée russe non conventionnelle. Merci Olivier Lepic, merci d'avoir été avec nous pour ces explications. Il est 10h44, savoir et comprendre le matin sur Sud Radio. Allez, nous allons poursuivre sur l'actualité à travers vos témoignages évidemment aussi. 0826 300 300. Je vous rappelle notre débat entre 11h et midi. Pensez-vous que la liberté d'expression régresse en France? Oui
ou non. Nous aurons avec nous Philippe Bilger, l'avocat Alain Jakubowicz, François Jost, qui est sociologue des médias, et Michel Onfray. Il est 11h moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h48. Avez-vous été étonné? La NUP et le RN qui votent ensemble la motion de censure contre le gouvernement, une motion de censure qui a été repoussée, 50 voix d'écart. Est-ce simplement un coup politique de Marine Le Pen? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont les prémices d'une alliance, je ne sais pas, d'une coalition entre la NUP et le RN? C'est un fait politique intéressant qui s'est produit hier à l'Assemblée nationale. Alors qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Bien, nous allons parler d'autre chose maintenant, du prix du gaz au niveau européen, donc du prix de l'électricité, puisque vous le savez, c'est malheureusement couplé. Les deux prix sont malheureusement couplés. Aujourd'hui, il y a une réunion des ministres de l'énergie européens qui a lieu ce mardi. C'est très 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 intéressant parce qu'il va bien falloir trouver une solution. Nous payons aujourd'hui le gaz liquide norvégien ou américain très cher, très 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 cher, et même peut-être trop cher. C'est d'ailleurs la volonté française d'essayer de peser avec des achats groupés sur le prix du gaz. Les Allemands sont terriblement réticents. On en parle avec Fuc Van Nguyen, qui est chercheur sur les politiques de l'énergie européenne et française au sein du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Fuc Van Nguyen, bonjour. Bonjour. Importante cette réunion des ministres de l'énergie aujourd'hui. Oui, complètement, parce que là, on se rend compte qu'on va rentrer dans les détails techniques. Il y a plusieurs propositions qui ont été mises en avant par la Commission européenne, qui ont été validées ensuite par les chefs d'État et de gouvernement la semaine dernière. Et donc là, on va pouvoir regarder comment on va pouvoir encadrer les prix du gaz, c'est-à-dire de tenter de se prémunir à toutes les manipulations de marché qu'il y a pu avoir jusqu'à présent par Vladimir Poutine. Et on va tenter d'encadrer cela de manière, on va dire, dynamique pour tenter de garder la compétitivité au niveau européen. Ensuite, vous l'avez cité, les achats groupés de gaz. Ça permet de préparer l'hiver 2023-2024 en faisant jouer la solidarité européenne et en tentant de faire baisser les prix, puisqu'on va se grouper autour d'une centrale d'achat pour faire en sorte d'aller voir les partenaires norvégiens, d'aller voir les partenaires algériens, d'aller voir les partenaires américains pour faire baisser les prix en achetant des gros volumes. Évidemment. Ce qu'on avait fait avec le vaccin contre le Covid. Hein, exactement. On s'en souvient au niveau européen. Bien, Fouque Van Nguyen, moi j'ai quelques questions à vous poser. Simple, avec des réponses courtes et simples. Est-ce qu'aujourd'hui, du gaz russe entre encore en Europe? Oui, du gaz naturel liquéfié. D'une part, donc ça il arrive par bateau, et également du gaz qui arrive par gazoduc et qui transite par l'Ukraine notamment. Donc c'est très contre-intuitif, mais on a encore un peu de gaz qui arrive au niveau européen et c'est environ 9% de nos approvisionnements à l'heure actuelle. 9% aujourd'hui, nous utilisons en Europe. 45% avant la guerre. Voilà. Contre combien? 45% avant la guerre. 45% avant la guerre. Aujourd'hui, 9% de gaz russe. Qui est utilisé par quel pays? Alors, c'est principalement notamment la Hongrie qui a un point de livraison de ce gaz, et parce que Viktor Orban avait aussi manifesté sa volonté de continuer à tenter de négocier en bilatéral avec Vladimir Poutine. Donc autour de la Hongrie et de ces pays-là, ils peuvent encore utiliser du gaz de manière assez résiduelle, mais on se rend bien compte que vraisemblablement, pour l'hiver prochain, l'hiver 2023-2024, on n'aura plus de gaz russe, et donc il faudra apprendre à faire sans, et c'est dès maintenant qu'il faut préparer cela. Voilà pourquoi la France, par exemple, a la volonté d'imposer ses achats groupés. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Oui, certains pays montrent des réticences parce que le risque est que si ces achats groupés ne permettent pas d'obtenir des réductions de prix significatives, à ce moment-là, on se demandera si on n'aura pas perdu du temps. Mais vous l'avez dit, l'exemple du Covid montre que en réfléchissant au niveau européen de manière concertée, on peut avoir des résultats sur le court moyen terme qui sont beaucoup plus pertinents que si chacun faisait cavalier seul. Bien, c'est très intéressant parce que rappelons quand même que le prix de l'électricité dépend du prix du gaz. Alors,
À l'heure actuelle, une partie de l'électricité qui est produite en Europe, 20%, l'est à partir de gaz. Et donc à partir du moment où le prix du gaz a été multiplié par 10, mathématiquement, le prix de l'électricité va suivre. Ce qu'on peut faire, par contre, très concrètement, si on réduit rapidement la demande, que ce soit en gaz ou en électricité, donc la consommation, on pourra avoir une respiration au niveau des prix. Et ça, les États membres sont encore assez réticents à mettre en place des mesures qui permettraient d'avoir ce genre de réduction de demande. Voilà. Et les États membres sont aussi réticents à aider financièrement les entreprises et les particuliers européens qui ont des difficultés pour payer leurs factures. Alors, ça, la Commission européenne a proposé de capter les bénéfices exceptionnels réalisés par les producteurs d'électricité d'origine renouvelable et nucléaire pour les redistribuer aux États et ensuite que les États puissent indemniser soit les entreprises, soit les ménages les plus vulnérables. En même temps, on va taxer au niveau européen les super-profits des pétroliers, des géants gaziers. Donc là, on a quand même des marges de manœuvre qui vont permettre d'aider les personnes en situation de précarité énergétique, par exemple, afin de tenter de les accompagner face à ce choc de prix. Est-ce que les décisions prises aujourd'hui, c'est ma dernière question, les décisions prises aujourd'hui lors de cette réunion des ministres de l'énergie vont avoir des conséquences sur nos factures de gaz et d'électricité ? Alors, à très court terme, non, parce qu'il faudra regarder le temps que ça mettra à être mis en place. Et ça, il faut le dire très concrètement, on est sur une situation où il n'y a aucune solution miracle. Si on avait une, elle aurait été déployée très rapidement. Là, on est sur des palliatifs de très court terme. Ça va tenter d'apporter une respiration vis-à-vis des prix du marché où les prix sont en train déjà de tomber à l'heure actuelle. Mais très clairement, il faudra mettre en place des mesures plus structurelles à l'avenir, c'est-à-dire rénover les bâtiments, déployer les énergies renouvelables et mettre en place de la sobriété si on veut réduire les factures de manière durable. Merci à vous pour ces explications. Savoir et comprendre le matin sur Sud Radio. Marie-Josée est avec nous à Florence, dans le Gers. Bonjour, c'est Florence. Hein, c'est Florence, oui. Il faut savoir, dans le Gers. Bonjour Marie-Josée, merci d'être avec nous. Vous êtes aide-soignante. Alors, je le disais hier à l'Assemblée nationale, la NUP et RN ont voté ensemble la motion de censure de la NUP qui a été repoussée d'ailleurs. Alors, que dites-vous ce matin, Marie-Josée ? Moi, je dis surtout chapeau à Marine Le Pen. C'est vraiment un coup de maître. Elle me plaît de plus en plus, cette Marine Le Pen. Vous avez voté pour le Rassemblement national aux dernières législatives, Marie-Josée ? Je n'ai pas voté aux dernières. Je n'ai pas voté du tout. Vous n'avez pas voté ? Non, parce que moi, je ne le cache pas, j'ai toujours voté depuis les années 80 et toujours la droite. Et là, depuis quelque temps, depuis une dizaine d'années, ça fait vraiment, on me déçoit de plus en plus. Qui vous déçoit ? Qui vous déçoit, Marie-Josée ? Disons les choses. Tout le monde d'abord. J'ai eu un peu de peine pour Sarkozy, mais maintenant je n'ai plus de tout de peine parce que vraiment il a tourné sa casaque et vraiment il a tourné le dos à sa famille politique. Vraiment, on peut comprendre pourquoi. Et alors, tous ceux qui sont au jour d'aujourd'hui, à part quelques-uns, les pauvres, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Rien de tout. Vous parlez des LR, là, des députés LR. Oui, c'est ça. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent que suivre, de toute façon. Et on va où ? Chez Macron. Pourquoi ? Parce que Macron voilà, il va les caser tous, et puis voilà, ils pensent qu'à leur pomme. Alors j'ai une dernière question, Marie-Josée. Est-ce que vous appelez à un accord, je ne sais pas moi, pourquoi pas une coalition entre la NUP et le Rassemblement national ? Non. Ah. Non, parce que Marine Le Pen, elle sait très bien faire toute seule. Elle nous l'a démontré à plusieurs reprises et qu'elle continue comme ça. Bon, donc pas d'accord, là c'est juste un coup politique pour vous. Ah oui, mais bien, elle a bien fait. Bon, merci beaucoup Marie-Josée dans tous les cas. Même pas un coup politique, elle fait les choses comme... Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle a obtenu ? Rien de tout. Elle a toujours été dénigrée de tout le monde. Alors, c'est bien qu'elle se défende un peu. Merci beaucoup Marie-Josée dans tous les cas. Merci de vous être exprimée librement sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h57. Nous allons parler de la liberté d'expression justement.